En manchette ce soir, mission pour repeupler la harde de caribou à Val-d'Or. Le ministère de l'Environnement met en place un nouveau projet pilote. La saison des incendies de forêt pourrait commencer plus tôt cette année. Et l'espace bleu du vieux palais d'Amos tombe à l'eau. C'est sûr que c'est crève-cœur. On va se retrousser les manches et essayer de trouver une nouvelle vocation au bâtiment avec l'appui du gouvernement. Bon début de soirée. On constate que la situation du caribou forestier s'aggrave au Québec et la région n'y fait pas exception. Alexandre Cabana fait le point sur une nouvelle stratégie gouvernementale pour la préservation de l'espèce. Si on en amène 6, c'est un début, mais ça ne sera pas suffisant pour la réintroduction. Un projet pilote va être mis sur pied et ça consiste à capturer des caribous dans le nord, plus précisément à la frontière entre le lac Saint-Jean et le nord du Québec, et les amener s'installer à Val-d'Or en enclos. C'est 6 nouveaux individus qui vont s'ajouter aux 9 qui sont déjà là, dans l'espoir de préserver la harde en déclin. Toutefois, selon Henri Jacob d'Action Boréal, l'idée de déménager des individus pourrait poser des problèmes, notamment au niveau de la rétention. Un problème avec les bêtes adultes qui sont habitués d'un territoire comme ceux qu'on va aller chercher, ils vont avoir tendance à vouloir retourner à leur territoire. Puis comme c'est des bêtes qui peuvent voyager sur de grandes distances, c'est pas nécessairement un problème pour eux autres. Sur 21 hardes connues au Canada qui sont étudiées, il y en a 19 qui sont en danger en grande diminution et en danger peut-être de disparaître. Fait qu'aller en chercher de façon permanente, c'est un gros problème. En 1980, c'était entre 50 et 70 caribous forestiers qu'on retrouvait dans la harde de Val-d'Or. Il n'en reste que 9, selon M. Jacob. Et c'est la restauration de l'environnement, appuyée par des plans concrets qui sauveraient la population à long terme. C'est le problème, c'est qu'il n'y a aucun projet de réintroduction et de les retourner dans leurs habitats. Fait que si on ne fait pas ça, bien, c'est un peu comme je te disais, c'est un élément de la recette, mais c'est pas suffisant pour le restaurer et sauver la bête. C'est pas nécessairement de sauver uniquement la bête, c'est de sauver tout l'écosystème. Et la bête, le caribou, on appelle ça dans le milieu scientifique une espèce parapluie. C'est-à-dire que si lui, il se met à réagir de façon négative, c'est certain que ton écosystème est en train de s'en aller de façon négative. Le gouvernement du Québec a pour sa part promis une grande stratégie pour la préservation des caribous. Mais ça, c'était en 2018. Depuis, c'est reporté et reporté. Les intervenants l'attendent avec impatience. D'ailleurs, le ministère qui pilote le dossier, le ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs, n'a pas répondu à nos demandes d'entrevue dans les délais. Alexandre Cabana pour RNC Nouvelles. Vos réponses à la question du jour TVA, une présentation de la clinique infirmière Nord-Ouest partout dans la région. Notre équipe peut vous recevoir pour un bilan de santé, une infection, le suivi de maladies chroniques et bien plus. Contactez-nous pour plus d'informations ou visitez notre site Web. Et à la question du jour, on vous demandait « Craignez-vous la disparition des caribous forestiers dans la région? » Malheureusement, une panne informatique nous a empêchés de pouvoir récolter les résultats. Avec les accumulations de neige moins importantes que l'an dernier et les températures plus douces, les premiers feux de forêt pourraient se déclencher plus tôt cette année, selon l'Absopfeu. Une entrevue d'André Audet. Il y a eu beaucoup moins de précipitations de neige au Québec, presque dans toutes les régions. Donc, ça va faire en sorte que le couvert de neige là, va disparaître plus tôt qu'à l'habitude. Les températures qu'on observe en ce moment, qui sont des températures plus douces qu'à l'habitude, vont encore accélérer ce phénomène-là. Ce qui fait que la saison des feux de forêt là, devrait commencer de 2 à 3 semaines plus tôt qu'à l'habitude. Donc, en commençant plus tôt qu'à l'habitude, on risque d'avoir davantage de feux de forêt. Cependant, il est encore un peu tôt pour savoir de quoi sera fait le printemps. Est-ce qu'on va avoir beaucoup de précipitations, beaucoup de pluie? Ça pourrait venir contrebalancer le phénomène. La particularité cette année, c'est que compte tenu du printemps estival, vous savez, la SOPFU, c'est une organisation agile, donc on est en train de voir à devancer certains éléments. Il pourrait y avoir dans certaines régions, par exemple un peu plus au sud, des pompiers qui pourraient débuter leur saison un peu plus tôt. La même chose pour des contrats, par exemple, d'hélicoptères qu'on pourrait devancer pour être prêts plus tôt. Dès l'automne, la ministre des Ressources naturelles et des Forêts a annoncé un montant de 16 millions
qui va servir principalement à des équipements supplémentaires et aussi à des mesures de prévention. Donc, équipements supplémentaires, on parle de davantage d'installations mobiles comme des dortoirs, des postes de commandement. Il va y avoir aussi une amélioration importante au niveau des télécommunications, des capacités de formation aussi. On sait que l'an passé, là, beaucoup de gens nous offraient de l'aide. La SOPFEU avait une capacité limitée de former ces gens-là rapidement. Donc là, avec la subvention du gouvernement, on est en train de s'outiller mieux pour être capable de faire ce genre de formation-là plus rapidement. Puis, il va y avoir aussi des annonces intéressantes là, dans les prochaines semaines par rapport à des campagnes de prévention. On sait que 80% des feux de forêt au Québec sont causés par l'activité humaine. Donc, on peut faire quelque chose pour améliorer la situation. Donc, il va y avoir plus de sensibilisation qu'à l'habitude. Parallèlement à ça, le ministère de la Sécurité publique a aussi des budgets qui vont servir à l'atténuation des risques. Donc, on va travailler, la SOPFEU, le MSP et les municipalités à rendre les communautés qui sont proches des forêts moins vulnérables avec des travaux là, qui vont être réalisés éventuellement en atténuation des risques. Dans le secteur minier, Monarch Mining vend sa mine Beaufort de Val-d'Or à Probe Gold. On rappelle que la mine avait été rachetée par la compagnie minière en 2022, mais les activités avaient été suspendues en septembre 2022. D'ailleurs, la mine est actuellement en mode entretien et maintenance. Monarch a également vendu ses propriétés de Mackenzie Break et Snanson. Ces ententes sont sujettes à l'approbation de la Cour supérieure du Québec. En santé maintenant, la province connaît une hausse du nombre de cas de rougeole. C'est ce que confirme le directeur national de santé publique, le Dr Luc Boileau. Du côté du CISAT, on assure qu'aucun cas n'a été détecté dans la région pour le moment. Les autorités de la santé publique réitèrent l'importance de rester à l'affût des symptômes. Ces derniers peuvent ressembler au début aux symptômes de la grippe ou du rhume. On peut également voir l'apparition de rougeurs au visage et sur le reste du corps. La période de contagiosité commence 4 jours avant l'éruption cutanée et se poursuit 4 jours après. Sur un autre sujet, l'animateur, chroniqueur et acteur Paul Oud est décédé de façon subite le 2 mars dernier à l'âge de 69 ans. Selon une publication sur les réseaux sociaux de son fils Carl Oud, des complications à la suite d'une opération au cerveau ont causé le décès de l'animateur. Rappelons que Paul Oud était animateur de BPM Sport, la fin de semaine pour RNC Média de 2022 à 2023. Il était notamment connu pour être le gardien de but Fernand Rivet dans la série de films Les Boys, en plus d'être très présent dans le monde de la radio et de la télévision. Dans le secteur de la culture, le gouvernement Legault enterre définitivement les espaces bleus. En conséquence, les travaux de réaménagement du vieux palais d'Amos, qui faisait partie de ce projet, sont arrêtés jusqu'à nouvel ordre. Kimberly Hall a les détails. J'ai un peu le cœur brisé aujourd'hui d'un très beau projet qui ne verra pas le jour. On avait un bâtiment patrimonial aussi qui attendait juste d'être mis en valeur. Le vieux palais d'Amos avait été sélectionné en 2021 parmi les 4 premiers projets à être amorcés dans le cadre des Espaces bleus. L'objectif était de mettre en valeur l'histoire, le patrimoine et les héros locaux de l'Abitibi-Témiscamingue à l'échelle nationale. Le maire suppléant, Pierre Deshaies, est déçu que le projet tombe à l'eau en raison des coûts trop élevés, mais il assure que l'établissement ne sera pas abandonné. Tous les plans sont sur la table. Ça pourrait être culturel, ça pourrait être autre chose, mais ça doit être viable. Il faut que ça puisse bénéficier à la communauté d'une manière quelconque. On va travailler très fort, on va soumettre nos projets. Malheureusement, il est trop tôt présentement pour dire qu'est-ce qu'on pourrait en faire, parce que c'est sûr que contrairement à l'espace bleu qui venait avec du financement récurrent, donc du budget d'opération, là, on parle d'un projet local qu'il va falloir qu'il soit soutenu par la communauté et par la ville au premier chef. Près de 25 millions de dollars devaient être investis pour agrandir et moderniser le bâtiment datant de 1922. Des salles d'exposition et un café allaient aussi être aménagés. Le concept architectural a également été dévoilé en 2023. Plusieurs travaux avaient été effectués jusqu'à présent. Le bâtiment a été complètement dénudé de l'intérieur. Il y a eu du perçage qui a été fait pour tester la brique, les revêtements, la qualité structurelle.
Donc, présentement, le bâtiment est inutilisable. Là. On doit mettre des sous pour le remettre à neuf. Le ministre de la Culture et des Communications, Mathieu Lacombe, n'a pas répondu à nos demandes d'entrevue pour commenter la décision. Chose certaine, c'est que la députée d'Abitibi-Ouest, Suzanne Blais, va travailler en étroite collaboration avec la ville d'Amos pour s'assurer que le Vieux Palais demeure un site intéressant. Moi, je suis très confiante de ce beau projet-là parce qu'on a des gens qui tiennent beaucoup à Amos. Ce sont des gens qui veulent innover et ça ne m'inquiète pas. C'est sûr que c'est pas évident présentement. La surprise nous a freiné beaucoup, mais maintenant, on se relève les manches et puis on regarde qu'est-ce qu'on peut faire tous ensemble en concertation. Kimberly Hall pour RNC Nouvelles. Les membres des cégeps représentés par le syndicat de professionnels du gouvernement du Québec ont approuvé l'entente de principe intervenue avec leur employeur à 92,7 %. Rappelons que la convention collective était échue depuis le 31 mars. Le nouveau contrat de travail est d'une durée de 5 ans et se terminera donc le 31 mars 2028. Les membres ont entre autres obtenu une hausse salariale de 17,4 %. Les vacances ont été bonifiées en fonction de l'ancienneté et les assurances collectives ont été améliorées pour les employés ayant une personne à charge. Toujours dans les négociations, les employés de la Société des alcools du Québec ont voté à 89 % en faveur d'un mandat de grève de 15 jours. C'est ce qu'a annoncé les syndicats des employés de magasins et bureaux de la SAQ samedi dernier. Dans les prochains mois, ces journées de grève vont mettre de la pression au gouvernement pour, entre autres, réclamer des hausses de salaire, de meilleures conditions de travail et des postes permanents supplémentaires. Le syndicat demande aussi d'offrir un meilleur accès à la formation du personnel. En éducation, le cégep de l'Abitibi-Témiscamingue exporte son savoir-faire au Sénégal. Une formation pour l'attestation d'études collégiales en électronique industrielle, instrumentalisation et contrôle sera mise en place à Kédougou, une ville au sud-est du pays. L'implantation du programme et la formation de la première cohorte se feront dans les 3 prochaines années en collaboration avec le lycée technique industriel minier de Kédougou. Le projet est possible en raison d'un appui financier de 750 000 $ du programme Québec Francophonie en formation technique. Bon, maintenant, on se déplace dans la MRC d'Abitibi. Abitibi, l'entreprise amosoise Forage Roulier, crée une nouvelle entreprise avec la coopérative de solidarité de Picogan, Forage Anishinaabe. Le projet de co-entreprise va permettre de bénéficier de la main-d'œuvre de la communauté du Conseil de la Première Nation d'Abitibi-Winnie. C'est dans les cartons depuis les 2 dernières années. Jusqu'à présent, plus d'une vingtaine de travailleurs provenant de la coopérative opèrent sur des projets de surface et sous terre avec Forage Roulier. Vingtaine de personnes de la coopérative qui travaillent avec nous en tant que foreur et aide-foreur. Et puis, même, on a une personne, on a créé un nouveau poste avec Marie-Josée Croteau qui est avec nous, qui est depuis Picogan. On a ouvert un poste à l'intérieur de notre entreprise pour mieux desservir les dossiers autochtones. On a monté avec un pourcentage en allant plus que 20 % de main-d'œuvre autochtone. Dans une autre ordre d'idée, le Carrefour Jeunesse Emploi d'Abitibi-Est et la Chambre de commerce de Val-d'Or s'associent à nouveau pour la 2e édition du prix Diversité. Il sera décerné à une organisation qui se démarque par son engagement et ses bonnes pratiques envers les travailleuses et les travailleurs issus de l'immigration. Les entreprises, organismes à but non lucratif et institutions sont donc appelés à soumettre dès maintenant leur candidature. Le récipiendaire du prix Diversité sera dévoilé lors de la matinée Diversité qui se tiendra le 23 mai 2024. L'indice boursier minier au TVA Nouvelle 18h est une présentation de GFM Groupe Financier. Dirigeants d'entreprises et particuliers, fiez-vous aux experts de GFM pour vos placements, assurance de personnes et assurance collective. Car pour vous, ils vont au-delà de la finance. Une nouvelle exposition est présentement en cours au Centre de femmes Les Riges à la Sarre. Après la pause, l'artiste Marie-Luce Doré vous présente son projet artistique. Les SADC de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec vous présentent la bonne nouvelle économique TVA. Le marché public de Moffett ajoute à son offre actuelle une nouvelle halte pour les visiteurs, vacanciers, villégiateurs, amateurs de motoneige et de quad. En plus d'avoir accès à la station-service et aux dépanneurs, la clientèle pourra dorénavant profiter du confort et de la convivialité d'un relais ainsi que d'un service de prêt-à-manger, et ce, tout au long de l'année. Les SADC, partenaires de l'économie de la région.
La chronique culturelle vous est présentée par Bruno et Jasmin Leclerc, denturologistes. Des cliniques à la fine pointe de la technologie pour vous servir à La Sarre et à Amos. Justine, l'artiste lasarroise Marie-Luce Doré, nous présente sa première exposition. Effectivement, c'est en l'honneur de la Journée mondiale des droits de la femme qui a lieu ce vendredi, le 8 mars, que Marie-Luce Doré nous présente son exposition « Dans tous mes états ». C'est une exposition qui est quand même assez hors du commun parce qu'elle est seulement disponible aux femmes, étant elle-même une femme et surtout une maman. C'était une exposition dans laquelle elle voulait vraiment montrer ses états d'âme, ses sentiments. Elle s'est vraiment lâchée loose dans cette exposition-là. Ça vaut vraiment la peine d'aller voir ses œuvres. Le vernissage a eu lieu le 29 février dernier et vous pouvez visiter l'exposition jusqu'à ce jeudi 7 mars. Et quand il est venu temps de choisir où l'exposition allait avoir lieu, Marie-Luce n'a pas hésité un moment et elle a choisi immédiatement le Centre de femmes Les Riges à La Sarre. Quand je me suis demandé quel endroit j'irais, ben dans le fond, le Centre de femmes faisait du sens pour moi. C'est une exposition, je pense pas qu'il s'adresse aux femmes, mais je pense que les sujets, les thèmes, je pense que ça va résonner beaucoup chez les femmes. Puis, ben, dans le fond, ça faisait du sens pour moi. Peut-être aussi un peu de pudeur de ma part. Tu sais, je me prétends pas artiste professionnelle, mais j'avais envie de partager un peu mes univers. Puis, c'est très intuitif, très inspiré, dans le fond, ce que je fais. Fait que je pense que ça peut toucher là, les femmes. Et Justine, qu'est-ce qui nous attend au Petit Théâtre du Vieux-Noranda prochainement? Comme toujours, le Petit Théâtre nous en offre pour tous les goûts. On va voir dans les prochaines semaines le spectacle Ima de Sofia Nappi qui nous vient directement de l'Italie. Alors, c'est des danseurs qui ont vraiment du talent en Italie qui viennent ici dans le Petit Théâtre du Vieux-Noranda pour nous présenter leur spectacle. Il y a aussi en danse Améléus de Jean-François Boisvenu qui s'en vient. Et à la demande générale, parce que vous aimez ça avoir de l'improvisation au Petit Théâtre du Vieux-Noranda, eh bien, la Hélénie débarque au Petit Théâtre à la fin du mois de mars. On va pouvoir les voir nous proposer une création de spectacle en direct, totalement improvisé à la manière de Michel Tremblay. Alors, ça va être incroyable. Et en musique, Avril Jensen va être votre découverte musicale de l'année, selon la directrice du Petit Théâtre, Rosalie Chartier-Lacombe. Avril Jensen, elle est très peu connue. En fait, les gens la connaissent, mais ne savent pas que c'est elle. Pour moi, c'est la Billie Eilish du Québec. Tout le monde connaît sa grande toune populaire, mais ce que je trouve le fun avec cette jeune fille-là, c'est que c'est la fille à Thomas Jensen, qui est venue souvent au cabaret, souvent à Rouyn-Noranda, et là, c'est cette génération-là qui arrive avec une proposition franco-anglo extraordinaire. Tu sais, mettons, c'est le moment de sortir ton adolescente, là. Je pense que vous allez passer une belle soirée mère-fille. Plein d'autres spectacles s'en viennent, alors allez voir la programmation complète du Petit Théâtre du Vieux-Noranda sur leur site web. Merci beaucoup, Justine. Les Jeux du Québec ont débuté en fin de semaine à Sherbrooke. Dans quelques minutes, on vous dévoile qui a remporté la première médaille d'or. Les sports vous sont présentés par Thibaut GM, votre concessionnaire de confiance à Rouyn-Noranda, là où qualité et choix se rencontrent. Anthony Blais-Part a récolté la première médaille d'or de l'Abitibi-Témiscamingue hier à la 58e finale des Jeux du Québec à Sherbrooke. Il a obtenu un pointage de 66,66 en patinage artistique. Théo Mongrain de Malartic remporte quant à lui sa deuxième médaille en 2 jours de compétition. Il a décroché l'argent avec le combat en karaté alors qu'il affrontait Antoine Belland de l'Outaouais. Aujourd'hui, les compétitions se poursuivent en badminton. Des combats par équipe se dérouleront également en karaté. Les Foreurs de Val-d'Or ont cumulé 2 défaites de suite la fin de semaine dernière. Dimanche, au Centre Anigo Eagle, les Saguenayens de Chicoutimi ont remporté le match 9-3 contre le Vert et Or. L'équipe est donc à sa 6e défaite de suite. Samuel Fiala a été la 3e étoile du match en marquant le 2e but du jeu. Vendredi, au centre Slush Poppy, les Olympiques de Gatineau l'ont emporté 7-1 contre les Foreurs. Le seul but a été marqué par Alexandre Guy. Du côté des Huskies maintenant de Rouyn-Noranda, ils ont réussi 2 victoires de suite à la fin de semaine dernière contre les Saguenayens de Chicoutimi.
Samedi, la Meute a remporté le match 3-1 à domicile contre l'équipe de Chicoutimi. Bill Zonon s'est démarqué en marquant les 3 buts pour son équipe et s'est mérité la première étoile du match. Vendredi, la Meute a eu raison des Saguenayens avec un pointage de 7-4. Jérémy Langlois, Samuel Savoie et Antonin Véraud ont respectivement eu la première, deuxième et troisième étoile du match. Le prochain affrontement sera un duel de la 117 avec les Foreurs de Val-d'Or ce mercredi à 19h à l'Arena Glencore. L'équipe Noranda Domaine Opasatika a remporté le championnat provincial de curling U20. Elle a battu le Club Autun Légion 8-7 en prolongation dimanche. Cette compétition de 6 jours s'est donc terminée hier à Rouyn-Noranda. Le groupe de l'entraîneur Patrick Bédard va donc représenter le Québec au championnat canadien en Alberta du 23 au 31 mars prochain. La formation est composée de Gabriel Audette, Nathan Baudouin-Gendron et Adam Bédard. La météo, une présentation de Nicole Auto de la Sarre, la capitale du pick-up. Vous y trouverez toujours le meilleur choix, toujours le meilleur prix. À la météo, Justine, la neige continue de fondre. Ben oui, puis sortez vos crampons parce que des fois, ça peut être glissant un peu dans les stationnements ou ces bords de trottoir dans les rues. Pour ce soir et cette nuit, c'est généralement nuageux dans la région avec une pluie qui devrait commencer ce soir. Il fera un minimum de 3 et 2 degrés. Pour demain, la pluie va continuer et se changer en neige dans tous les secteurs. Et un petit aperçu pour mercredi, c'est le retour du soleil avec un maximum de 3 et de 2 degrés. La marmotte Fred nous avait prédit un printemps assez hâtif, mais on pensait pas qu'elle allait arriver aussitôt. Fait que préparez-vous à avoir du beau soleil dans les prochains jours. Merci, Justine. Et d'ailleurs, je termine avec l'hiver qui semble toucher à sa fin à Val-d'Or. Le sentier glacé et les patinoires extérieures vont demeurer fermés pour le reste de la saison 2024. Et dès demain, c'est Mélissa Aubert qui reprend la barre du TVA Nouvelles. Et moi, je vous retrouve sur le terrain. Merci d'avoir été des nôtres et bonne soirée.